Merci beaucoup. Thank you. It's a great to have the floor. Ça marche, hein? C'est pas terrible. Voilà. Je vais faire un réseau assez large pour partager avec vous plutôt des réflexions sur les risques climatiques et scénarios. Exactement faire ce que le chef a dit, il va nécessairement présenter ce qu'il va. Enfin, il y aura des éléments, mais c'est plutôt pour que ça nous aide à réfléchir un peu sur cette question de risque et comment ce risque pourrait se projeter dans le futur. Alors, je vais parler d'abord pas trop de changement climatique parce que voilà, je pense que la plupart des gens sont assez au point sur ce sujet. Mais voilà, présenter la notion de risque climatique comme, du point de vue, donc le changement climatique du point de vue d'une vision du risque. Alors, quels sont les impacts et ensuite les scénarios futurs pour un peu répondre à la question des chiens. Alors, beaucoup de points ici, mais l'objectif c'est de montrer qu'il y a pas mal de connaissances. On connaît beaucoup de choses sur le climat, le fait que la Terre se réchauffe, qu'il y a un réchauffement qui est sans évoquer que maintenant, observé partout, avec plusieurs moyens. Et que ce réchauffement est dû à l'influence humaine, dû à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, par essentiellement l'activité et le développement, la révolution industrielle, l'accélération de l'utilisation de l'énergie, surtout de l'énergie fossile, dans tous les domaines d'activité socio-économique. Mais d'un autre côté, il y a une très grande variabilité du climat, et cette variabilité est attendue pour être intensifiée dans le futur. Bien sûr, la grosse difficulté dans le métier, c'est de pouvoir séparer ce qui est lié à l'effet naturel et ce qui provient de l'activité anthropique. Voilà, parce que tous les deux vont interagir et finalement produire un effet. Et voilà, et donc ce qu'on va observer souvent comme phénomène de type naturel et de catastrophe de type climatique va être le résultat conjoint de la concurrence de ces deux types comment dirais-je, d'activité naturelle de variabilité, si je puis dire. Mais on aura toujours énormément de difficultés à pouvoir les séparer. Voilà. Et je donne seulement ici quelques exemples. Le premier, c'est qu'il y a une tendance récente d'augmentation des pluies après une longue sécheresse sahélienne. Beaucoup de choses là-dedans, pour une grande partie, sont attribuables au changement climatique, donc à ce réchauffement et à l'augmentation des gaz à effet de serre. Et bien entendu, on sait qu'il y a beaucoup une certaine partie qui est d'origine humaine. Si je prends par exemple des régions côtières, ça va être pareil. Il y a certainement une bonne part qui revient à l'activité de l'homme, du fait qu'on modifie quand même la forme de la côte, qu'on récupère du sable marin, etc. Et une bonne partie proviendra certainement aussi de l'élévation du niveau de la mer, qui se traduit par certainement aussi d'autres phénomènes naturels, par exemple du type une accentuation du phénomène de l'eau, par exemple. Voilà, et donc les incertitudes persistent sur tout cela. Donc c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, la complexité est là, est présente, et on connaît certaines choses, mais il y a certaines choses qu'on ne connaît pas. Et il y a des constats. Les constats, c'est qu'avec le réchauffement global, on observe aussi une augmentation croissante des catastrophes naturelles. Cette figure, elle montre seulement qu'il y a certaines catastrophes du type volcan, tremblement de terre, donc qui sont liées finalement à la structure de la Terre qui baisse, ou bien en tout cas qui intervient de façon sporadique. Alors qu'on voit d'autres types de catastrophes naturelles, les autres catastrophes naturelles qui s'accentuent le plus sont celles qui proviennent essentiellement du climat. Donc si on parle aujourd'hui de catastrophes, avant on parlait de catastrophes naturelles, et on pensait plutôt à la Terre, et donc on développait des sismographes, on mettait en place des dispositifs pour suivre les mouvements de la Terre, et ça a bien marché. Ce qu'on ne sait pas trop bien faire aujourd'hui, c'est bien mettre en place des dispositifs d'alerte pour réponse efficaces qui permettent de suivre, par exemple, les risques climatiques. Voilà pourquoi, certainement, on est très vulnérable au climat, et on est d'ailleurs beaucoup plus vulnérable au climat qu'aujourd'hui aux autres types de phénomènes naturels, comme ceux qui sont liés à la structure de la Terre. Bien que certainement, quand ce type de phénomènes agissent,
sont ravageurs et ils peuvent détruire beaucoup de choses. Voilà donc pour la problématique et montrer comment donc certainement ces risques climatiques, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est difficile, qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens qu'on ne peut pas prendre en charge totalement, affecte les différents secteurs d'activité. Et c'est ça aussi le plus dur, c'est que ça affecte l'énergie, le secteur énergétique, la santé, les extrêmes de la météo, la gestion des ressources humaines et la sécurité alimentaire. Je vais parler dans le détail, mais chacun de nous, dans son secteur propre, peut percevoir l'influence du climat, des risques climatiques dans son domaine. Et cela peut se montrer ici à travers cette figure qui sortit du rapport du GIEC, le dernier rapport, où ils essaient de définir ici le risque comme étant finalement une interaction entre l'aléa, par exemple une pluie très intense, une houle, etc., la vulnérabilité et l'exposition au risque. Donc quand tout cela interagit, exposition aux aléas, bien sûr. Donc quand tous ces trois domaines interagissent, on a ce qu'on peut définir comme étant de risque. Donc finalement, le résultat de ces trois composantes, l'aléa, la vulnérabilité et l'exposition. Si par exemple on a de grosses pluies, des pluies très intenses, et qu'on a un dispositif d'évacuation de cette eau-là, ça veut dire qu'on a une vulnérabilité moindre, donc on n'a pas de problème, il n'y a pas de risque à ce moment-là. Et si par exemple on a un dispositif de collecte d'eau qui est déficient, on est très vulnérable, et donc l'aléa se fait ressentir. Donc le risque va dépendre énormément de ces trois facteurs. Alors ce qu'il y a, c'est que le climat, le risque climatique, qui est aussi, peut être défini aussi comme une interaction entre l'exposition, la vulnérabilité et l'aléa climatique, va impacter certainement les processus socio-économiques, mais en même temps, si on n'oublie pas, c'est que les processus socio-économiques, c'est-à-dire le développement, finalement, les différents secteurs d'activité utilisent de l'énergie, essentiellement de l'énergie fossile depuis, et donc vont émettre des gaz à effet de serre, on va enlever de la végétation sur le sol, on va déforester, donc on va détruire des puits de carbone, et donc on va pouvoir encore émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc réchauffer encore le climat, et cela va impacter encore sur le risque climatique. Donc ça fait une sorte de cycle infernal qui fait qu'on agit à la fois sur le risque et le risque agit sur nous. Et donc, pour montrer un peu la complexité de la chose. Voilà. Donc, pour terminer avec cette notion de risque, et donc c'est finalement pas le risque, c'est les conséquences de ce risque-là. Les causes, des phénomènes tout à fait naturels, anthropiques, mais aussi des phénomènes tout à fait naturels, comme les extrêmes. Je n'aurais pas dû dire tout à fait naturel, parce que je viens de dire tout à l'heure que même pour ces phénomènes qu'on appelle naturels, ont une part d'entropie très importante. Du fait de l'influence de l'homme sur le climat, et le climat se traduit souvent par des manifestations assez extrêmes. Voilà, mais pas toujours extrêmes, mais assez extrêmes des fois. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur ça. Et une autre relation du risque climatique avec le développement, et je crois qu'Henri va y revenir de façon plus détaillée dans certains points de rapport. Mais cette figure, elle montre seulement, si vous voyez, il y a des barres en bleu, des barres en jaune, qui montrent une période où on avait beaucoup de pluie sur le Sahel, c'est la pluie au Sahel, et une période de jaune où on avait un déficit pluviométrique. Alors, je me rappelle c'est ma figure qui est de mauvaise qualité. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est montré ici, c'est une relation très importante. On superpose cela avec, comment dirais-je, donc, en réalité, ce qu'on veut montrer ici, c'est tout simplement qu'il y a une relation très importante entre la production alimentaire, donc le rendement, et
et comment dirais-je, et la pluie, et le climat. Voilà, et donc ça va être très détaillé, voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus dans le détail, mais encore une fois de plus, on peut percevoir chacun dans son domaine d'activité, que ce soit dans l'élevage, dans la santé, etc., des relations qu'il peut y avoir entre la pluie et le climat et le développement. Et encore une fois de plus, l'exemple le plus intéressant et le plus notable, ça a été la sécheresse au Sahel, qui a été un déficit très important et jamais observé, n'a pas été observé nulle part ailleurs dans le monde, au Sahel, et qui a affecté tous les environnements, les écosystèmes, les sociétés. Voilà, il y a beaucoup de sociétés ici, et je vais la prendre. Et voilà, et pour dire que c'est une preuve, et, je parlais comme ça, un exemple, un cas d'étude, un laboratoire intéressant pour étudier la relation qu'il peut y avoir entre le risque climatique, finalement, et le développement, sur tous ces aspects. Alors, quels sont les impacts et les changements qu'on peut observer? Ça, c'est un résultat du dernier rapport du GIEC qui montre que là, vous voyez, vous avez de la glace là, de mer qui fond, mais pour ce qui nous concerne, sur beaucoup d'aspects, donc par exemple, ici vous avez du huile qui a brûlé ici. C'est du maïs. Je reconnais le maïs. Hein. Il y a Barra qui rigole en disant qu'il ne connaît même pas le maïs. J'ai déjà mangé du tcheremok, voilà. De l'augmentation de l'amplitude de réchauffement accroît la probabilité d'impact sévère et persistant. Et ça, on va y revenir. Ça, tout le monde connaît ce résultat, on va montrer seulement sur le Sénégal, qui montre qu'avec la sécheresse, il y a un déplacement des isoyènes, donc des quantités de pluie, vers une réduction des quantités de pluie d'année en année vers le sud. Et ça, ça a été sur une trentaine d'années, donc il faut quand même rectifier pour dire que depuis quelques années, les 10 dernières années, plutôt c'est le contraire. D'accord? Et ça qui est troublant, et ça se montre d'ailleurs là-bas, sur la figure du côté. Voilà, donc ça traduit la même chose ici. Ce qu'on a vu en Afrique de l'Ouest, c'est toujours au Sénégal. Et là, par contre, on l'a regardé de façon d'une année, par paquet de 10 ans, mais en gros, il y a eu cette phase de diminution. Et après une autre phase qui a été très longue et catastrophique, certainement, sur beaucoup d'aspects, et maintenant une augmentation des pluies. Et ce qu'on ne montre pas souvent, et c'est pour ça que je donne cet exemple, je n'ai pas trop détaillé parce que c'est assez technique. Ce qu'on ne montre pas souvent, c'est qu'il y a quelque chose d'aussi très dangereux, enfin, il y a un impact important sur la société qui provient du climat, c'est la variabilité qu'on appelle intra-saisonnière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une saison? Il ne suffit pas seulement de dire les pluies ont diminué, etc. On peut vivre avec beaucoup de pluie, on peut vivre avec peu de pluie, mais il est difficile de vivre avec une pluie qui est très variable, ou bien même une pluie qui est très variable. Et c'est ça que ça montre ça, c'est seulement un résultat qui montre ce qu'on appelle des pauses sèches, c'est-à-dire des séquences. Et vous avez vu cette année, ça a été très caractéristique, on a eu la première pluie à Dakar au mois d'août, comptez, c'était le 17 ou le 20 août, 27 août. Bon, je disais à des collègues que c'est pour la première fois que j'ai douté de ma vision de ce que c'est que la mousson et la pluie. Je me suis dit, pour la première fois, je me suis posé la question de savoir, et s'il ne pleuvait pas? D'ailleurs, je n'ai jamais pu imaginer dans ma vie qu'on pouvait avoir une année sans pluie. Enfin, on n'a pas une année sans pluie, mais parce que je ne pouvais pas imaginer aussi qu'on puisse avoir une saison aussi tardive. Voilà, donc c'est ça la variabilité intersaisonnière. C'est qu'est-ce qui se passe. C'est pas seulement la quantité de pluie, mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité de la saison. Parce que le cycle agricole en dépend, la production végétale dépend de cela, l'élevage en dépend beaucoup plus que seulement à disposer de la pluie, de l'eau et de pouvoir semer. Parce que ça, on peut le faire sur la vallée du fleuve Sénégal, etc. Mais la variabilité, ça, vous ne savez pas, on ne sait pas encore gérer. Alors, ça, je voulais partager avec vous. Bien sûr, il y a plein d'autres choses. Je n'ai pas tout donné d'ailleurs pour plus vite que ça. Je sais que ça intéresse cher beaucoup. Il y a des gens qui se posent des questions là-dessus. Sur la question du réverdissement du Sahel, que certains attribuent à l'augmentation des pluies et d'autres couplent cela avec aussi le fait qu'on a abandonné les terrains agricoles.
vol et que, voilà, il y a un peu plus de verdure. Voilà. Le risque climatique augmente avec l'augmentation des températures. J'en ai parlé beaucoup. J'ai des exemples, et ça c'est l'état du GIEC qui le dit. Avec le réchauffement climatique, donc le changement climatique, le risque augmente. Donc le risque, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, y compris la variabilité intrasaisonnière, le fait qu'une hivernage soit tardive, qu'on ait des pauses à l'intérieur, qu'on ait une quantité de pluie importante une année, l'année suivante on a moins de pluie. Et ça, on est sujet à ce type de risque climatique. Voilà. Voilà, donc je vais un peu plus vite parce que je donne la parole et qu'on puisse discuter. Voilà. Il faut que je termine maintenant avec les scénarios futurs. Donc ça, ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est quoi le risque climatique, comment on peut traduire ça finalement en effet dans les différents secteurs d'activité, et pourquoi c'est important. Qu'est-ce que ça devient tout ça dans le futur? On ne peut pas le faire sans, et c'est là que je veux répondre à la question de Cheikh tout à l'heure, on ne peut pas le faire autrement qu'en faisant des scénarios. Parce qu'on ne peut pas le prévoir. Il n'y a pas moyen de dire, voilà ce qui va se passer demain ou après-demain dans 10 ans. Voilà. On peut par contre construire des scénarios. De façon, les scénarios, ce n'est pas des choses que l'on imagine comme ça dans sa tête. C'est qu'on part quand même du fonctionnement du climat. Mais, puisqu'on admet que l'homme, l'action humaine, anthropique, a de l'effet sur le climat, et comme je l'ai montré tout à l'heure, comme le climat agit sur l'homme, on le sait tous, et l'homme aussi affecte le climat, on est obligé de prendre en compte les aspects socio-économiques. Donc voilà pourquoi, pour faire prédire, projet du climat dans le futur, nous avons besoin de connaître aussi les scénarios socio-économiques. C'est-à-dire, quels sont les différents chemins de développement, puisque le chemin de développement, c'est ça qui va faire qu'on va produire plus de carbone, moins de carbone, qu'on va utiliser telle technologie, quelle autre technologie, qu'on va déforester, ou on va pas construire des villes, on va pas construire des villes, on va utiliser on va faire de l'agriculture intensive, on va faire de l'élevage extensif, etc. Ça a un lien étroit avec le climat. Donc finalement, c'est ça qui va produire. Il faut qu'on prenne en compte cela lorsqu'on veut savoir que devient le climat futur, à l'échelle globale bien sûr, mais aussi à l'échelle... voilà. Donc voilà pourquoi il faut utiliser les scénarios qui sont des représentations plausibles du climat, donc les scénarios climatiques. Donc plausibles, c'est pas n'importe quoi. Par exemple, je ne vais pas faire un scénario sur le Sénégal en disant qu'on va avoir de la neige dans 50 ans ou dans 30 ans. C'est pas la peine. Ça doit être plausible et aussi ça doit prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre, donc le développement, le chemin du développement socio-économique en quelque sorte. Alors, nous, dans mon domaine, on utilise plutôt les modèles de climat pour faire des scénarios climatiques. Mais il y a d'autres moyens. Il y a des gens qui utilisent des scénarios, ce qu'on appelle analogues. Ça veut dire qu'on peut utiliser le climat qui a eu lieu dans un endroit et puis considérer que ça pourrait arriver ici. Je vous ai parlé du déplacement des océans, donc on peut imaginer que le climat qu'il y a à Dakar, sur les 30 dernières années, peut se retrouver dans les 30 prochaines années en Casamance. Ça, c'est un scénario climatique. L'autre scénario, l'autre analogue qu'on peut faire, c'est considérer que le climat, enfin, c'est la même chose, dans un endroit, le climat du passé se retrouve dans le futur, par exemple. Voilà. Et ça aussi, c'est des scénarios. Donc, il y a des méthodes synthétiques aussi, voilà, qui sont plutôt des outils d'études de ce qu'on appelle de sensibilité, hein, mais qui ne sont pas très plausibles nécessairement. Voilà, après, je dis dans notre communauté, on utilise des modèles. On peut faire des combinaisons de ça. Voilà. Donc j'ai déjà tout dit là-dessus, c'est sur les scénarios climatiques qui doivent être consistants, plausibles et à une échelle pertinente pour l'échelle d'analyse. Donc vous n'allez pas faire un scénario climatique global et l'utiliser par exemple pour ce qui va se passer dans la zone du TAC à Fatigue ou bien sur le Ferlo. Voilà, il faut essayer d'adapter ce qui se passe à l'échelle globale et savoir pouvoir le représenter à l'échelle de la zone où on travaille, ou de l'événement où du phénomène contraire. Donc ça va dépendre beaucoup du thématicien. Donc si c'est un économiste, si c'est un sociologue qui travaille sur des zones
rurales, etc. Il faut prendre en compte ces aspects. Bon, les modèles climatiques, je ne vais pas en parler trop, c'est des représentations mathématiques du système climatique. Et dans les modèles climatiques, on va utiliser, je l'ai dit tout à l'heure, des scénarios climatiques. C'est ça le pointeur. Voilà, donc ça c'est les scénarios socio-économiques. Donc la première génération que le GIEC a utilisée, du point de vue global, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, si on veut faire une projection du climat, il faut qu'on sache comment le développement va se faire. Donc il faut qu'on ait des idées, qu'on fasse des scénarios de développement socio-économique qui vont se traduire par des scénarios d'émissions socio-économiques. Alors donc, la première génération que le GIEC, enfin première, c'est la seconde d'ailleurs, génération que le GIEC a utilisée, GIEC c'est le gouvernement environnemental d'experts sur le climat, c'est des scénarios qu'on appelait SRS, qui sont en deux familles A et B. Donc les familles A, c'est essentiellement ce qu'on appelle business as usual, donc où on est tout économique et on utilise de l'énergie. Quand on considère les aspects purement globaux, on met des 1, indice 1, et quand c'est régional, on met 2. Et les scénarios B sont des scénarios plutôt environnementaux. Donc en gros, les A sont des économiques, donc business as et les B sont environnementaux. Et pour construire ça, ils ont utilisé des forces, driving force. Des forces motrices, voilà. Des forces motrices, comme la population, l'économie, la technologie, l'énergie, l'utilisation des terres et l'agriculture. Voilà. On regarde tous ces aspects, et Cher va vous montrer ça certainement dans son exercice. Il faut regarder les forces motrices. Et bien sûr, quand on fait changer la population, les projections de population, on va impacter ici, on va impacter sur la quantité d'émissions. Si la population diminue, on va avoir moins d'émissions. Si la technologie devient plus propre, il rigole. La population diminue. D'accord. Voilà les différents scénarios de population possibles. Je l'ai fait dans le monde interactif, c'est pas très bon. Voilà, je ne suis pas très doué avec ça. Bon, je passe. Donc ça, c'est une projection de la population. Voilà. Donc quand on fait ça, pour différents scénarios d'émissions, donc de gaz à effet de serre, vous allez avoir des niveaux. Voilà, donc ça c'est la température. En 2030, ici en 2100 en gros. Donc plus c'est rouge, plus c'est chaud. Donc par exemple pour ça c'est les scénarios B, A1, A2. Donc vous voyez, pour différents scénarios d'émission, donc pour différents modes de développement, on va avoir des températures, des réchauffements différents. Donc plus celui-là, on va émettre, comment dirais-je, plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus la température va augmenter en gros. Voilà, donc pour résumer, et on a fait ça, justement, je vous ai dit tout à l'heure, il faut savoir l'échelle à laquelle on se situe. Donc nous on a fait, il y a des méthodes pour faire ça, je travaille sur le Sénégal, et quand on fait ça sur le Sénégal, on trouve cette distribution là aussi. D'accord. Vous voyez ici, plus c'est rouge, plus c'est chaud. Donc vous voyez ici, une tendance à un réchauffement. Ça c'est pas le réchauffement, c'est la pluie. C'est très mauvaise qualité ou c'est le vidéo projecteur. Voilà, donc c'est la pluie. Voilà. Donc on va avoir ici une réduction du nombre de jours pluvieux, en quelque sorte. Voilà. Donc après on est passé à une deuxième génération de scénarios socio-économiques. Je vous ai parlé des A1 avec les deux classes, les business as usual, les A, et les B qui étaient plutôt environnementaux. Et après, on est passé vers ce qu'on appelle des scénarios de concentration. Donc, au lieu de regarder ce qui se passe réellement dans l'atmosphère, on fait des hypothèses sur un scénario de haut, de concentration haut, moyen et bas. Et à partir de là, bien sûr, on peut déterminer les émissions. Et à partir de là aussi, on peut déterminer le climat futur. Voilà, donc c'est ce qui a été utilisé dans le dernier rapport du GIEC, et qu'on les appelle des RCP. Donc, vous avez vu les autres, les appellent des SRS, là c'est des RCP. C'est des scénarios d'émissions à l'échelle globale, en fonction du développement socio-économique. Mais global encore une fois plus. D'accord. Et là, avec les trois composantes, en gros, on va plutôt dire ça que regarder mes figures. Voilà, le changement de température globale à la fin du siècle pourrait dépasser 1,5 degré à coup sûr par rapport à 1900, à cette période-là, pour tous les scénarios, excepté le RCP 2.6. Voilà, ça, c'est le plus bas, le scénario RCP 2.6. C'est le seul où on a une augmentation de température, c'est le bleu là, que vous
voyez ici en haut, une augmentation de température jusqu'au milieu du siècle, en quelque sorte, vers 2030, et après il y a une baisse. Mais pour tous les autres scénarios socio-économiques, la température à la surface de la Terre va augmenter. Autrement dit, il n'y a presque pas de chance que la température baisse, la température future baisse. Voilà. Et donc je vous ai dit tout à l'heure les conséquences de ce réchauffement sur... Voilà. Donc, et ça c'est les conséquences maintenant sur l'Afrique. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans le détail des figures. Mais en gros, je ne vais pas vous dire ça. Mais en gros, ce qu'il y a, c'est qu'on observe, si on regarde les conséquences de ce que je viens de dire là sur l'Afrique, Afrique de l'Ouest, en façon générale, ce qu'on perçoit, c'est qu'il va y avoir plutôt une augmentation des pluies dans la partie centrale et est, et à la fin du siècle, et plutôt, au milieu du siècle, mais plutôt une diminution des quantités de pluie à l'ouest de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire du côté du Sénégal en quelque sorte. Et ça, c'est la plupart quasiment des résultats semblent converger de ce point de vue-là, même si je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que nous avons qu'il y a encore beaucoup de problèmes pour ça. Et c'est ce que montre cette figure-là. Voilà. Il y a une partie, ça c'est ce que j'appelle la partie centrale et est du Sahel, et ça c'est la partie ouest, Sénégal, Mauritanie, etc. Une baisse des pluies au début de la saison. Je vais préciser que c'est au début de la saison. Donc ça peut se rattraper après. Et puis là, une augmentation de pluie à la fin de la saison pour le reste de notre région. C'est à peu près sur ça que les gens... C'est à peu près contradictoire pour qui voit aujourd'hui la trajectoire de la pluie, qui a plutôt tendance à augmenter, après une longue sécheresse. Mais c'est que disent encore les modèles, voilà, il n'y a pas... On ne peut pas tirer de leçons, trop de leçons, parce que justement le climat c'est très complexe, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on a une baisse des pluies au début de la saison des pluies dans cette voilà. Et pour revenir encore à l'interaction entre le climat et la socio-économie, je vais prendre ici l'exemple de l'agriculture. Mais c'est que du modèle, ce n'est pas des données qu'on a observées. Et cela, ça montre quoi? Voilà, ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas. Le rouge, c'est tout simplement une réduction, et le bleu, c'est une augmentation de rendement. D'accord? Ça, c'est les rendements, ça, c'est différents. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est la pluie. Diminution de la pluie, moins 20%, moins 10%, 10 plus 10%, plus 20%. Donc, augmentation de la pluie, diminution de la pluie. Augmentation de température partout. 0, 1 plus 1, plus 2, plus 3. Donc, le but, c'est de voir quelle est l'influence, finalement. Parce que certains nous disent, tiens, il peut y avoir une chance, si on augmente la température, qu'on ait plus de rendement. Alors, ce qui est dit, c'est que, en réalité, ce qu'on a observé ces dernières années, c'est ça. On a une augmentation d'à peu près 0,8, 0,6 de température. On a à peu près une augmentation aussi de la précipitation de plus 10%, plus 20% dans certaines régions. Et donc, on a ici plutôt quelque chose de positif, donc des rendements qui peuvent augmenter. Mais, le problème, c'est que on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que devient ce rendement si la température augmente. Alors, en gros, je vais vous dire une chose, c'est que si la température augmente trop, quelle que soit la quantité de pluie, on ne se retrouve pas avec des rendements élevés. Voilà. Donc, il faut passer à autre chose. Il faut travailler à une forme de technologie de la plante, ou les adapter à cette situation, ce qui va être difficile, parce que c'est ce que dit en tout cas ces résultats. Bon, et à peu près beaucoup de gens sont d'accord là-dessus. Mais voilà, mais ça reste un exercice qu'on peut faire sur beaucoup d'autres choses. Alors, le même contraste que je vous avais dit entre l'ouest du Sahel, entre les différentes régions, on l'observe aussi sur les rendements. Pas seulement sur la quantité de pluie, sur les rendements également pareil. Des baisses de rendement plus importantes à l'ouest. Et également une hausse de la variabilité des rendements à l'ouest. C'est ça. Regardez, ça c'est la zone Sahel, ouest et le centre. Vous voyez bien ici, c'est là qu'on a des rendements, des baisses de rendement. Ça c'est des rendements plus importants. Donc là aussi pareil, on a une hausse de la variabilité des rendements. Et ça s'explique et c'est cohérent par rapport à ce qu'on a vu du climat. Mais c'est parce qu'on a regardé seulement le rendement, c'est calculé avec un modèle, et on a regardé le climat. Donc on n'a pas touché,
Et bien sûr, je vous ai dit que c'est drivé par les scénarios socio-économiques globaux. Et bien entendu, il manque un élément, c'est qu'est-ce qui se passe pour la socio-économie locale. Celle-là n'apparaît pas ici. Donc, on ne peut pas dire que rien, que c'est foutu, qu'il n'y a rien à faire, parce qu'on n'a pas cet aspect-là. Donc, comment les politiques, justement, vont réagir, qu'est-ce qui va se mettre en place pour prendre ça en charge, ça n'apparaît pas ici. Parce qu'on n'a pas les moyens de savoir. Voilà, c'est certainement ce qui va être l'objet de l'exercice de chef, et dire comment, sachant ces tendances-là, les politiques à l'échelle locale, nationale ou régionale vont se mettre en place. Et, voilà, et quels sont les différents scénarios qui peuvent arriver si ça se passe à l'échelle, si ça devrait se passer, si on a des politiques, dans quelle direction on va, et qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre sur cet aspect. Ah, je crois que je suis arrivé à la fin. Voilà, donc merci, c'est ce que j'avais à partager avec vous.